Bonjour à tous, Sawadee Cap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, chers amis, on va parler de Étienne Chouard. Ça fait super longtemps qu'on n'a pas parlé de Étienne Chouard, excusez-moi, tout simplement parce qu'il avait un petit peu disparu. Vous savez, hein, il était un moment, il avait fait un petit peu parler de lui durant les Gilets jaunes parce qu'il était à l'initiative un petit peu d'une volonté de mettre en avant le RIC, le référendum populaire. Donc pendant les Gilets jaunes, il a vraiment eu son coup de buzz, on va dire. Et puis après, vous connaissez la suite, hein, il s'est un petit peu dégonflé au fil du temps, notamment avec la fameuse vidéo où les journalistes lui parlent d'une certaine période historique, hein, avec des chambres et on ne pourra pas dire la suite, hein, vous le savez, hein, les chambres à plomb, les chambres à... Voilà, on ne peut pas en dire, plus. Et il s'était un petit peu dégonflé, voilà, il s'est dégonflé sur cette question-là. Après, on ne va pas lui en vouloir, hein, il a son gagne-pain. Aujourd'hui, il est invité sur les plateaux télé, donc apparemment, je ne vais pas dire la soumission, mais on va dire que ne pas se positionner sur certaines questions historiques, ça paye, puisqu'aujourd'hui, il est invité sur la télé, notamment pour présenter son nouveau livre. Mais aujourd'hui, apparemment, il a mis une petite, c'est un anglicisme, hein, je suis désolé, une petite masterclass, une classe de maître en français, sur un plateau télé. La vidéo se nomme même « Il met le feu au plateau de Pascal Praud ». Donc on va voir ça. Par contre, comme c'est CNews, vous le savez les gars, j'ai pas les droits sur CNews. Hein. Et oui, j'ai pas les droits sur CNews. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper un petit peu la vidéo comme ça. Vous m'en voudrez pas? Voilà, on va la mettre en plus petit parce que bon voilà, c'est le seul moyen de pouvoir faire des vidéos. Voilà, on va mettre ça comme ça. Et la vidéo sera légèrement en accéléré, ne m'en voulez pas, je sais, mais on n'a pas les droits, voilà, on n'a pas encore les droits sur les émissions de télé. Donc voilà, hein, c'est pas mon problème. Allez, c'est parti. Démocratie, Étienne Chouard. Comment peut-on dire cela aujourd'hui alors que vous-même qui contestez le système, on peut le contester ce système, mais quand on dit on n'est plus en démocratie, effectivement on pense immédiatement au régime totalitaire, autoritaire, l'URSS, Solzhenitsyn, archipel du Goulag, vous dites quelque chose, boum, vous êtes en mine de sel. Bon, c'est pas le cas. Il y a quand même des degrés entre deux extrêmes. Ah, si vous voulez, pour avoir une conversation sur la démocratie, ça paraît logique de se mettre d'abord d'accord sur le sens des mots. Qu'est-ce que signifie démocratie? Est-ce que démocratie signifie le droit de parler, ce que les Grecs appelaient l'iségoria, le droit de parole, ou bien est-ce que la démocratie, c'est le droit de décider? C'est pas du tout pareil. Alors c'est vrai que si la démocratie c'est le droit de parler et de seulement parler sans rien changer, nous sommes en démocratie. Mais c'est pas à ça qu'aspirent les gens. Le problème c'est que nous appelons démocratie un régime qui depuis le début a été pensé comme son strict contraire. Sieyès et ses amis, qui étaient élus, ne voulaient pas que le peuple ait le pouvoir. Et ça, tout s'est passé comme il l'avait prévu. Alors c'est quoi l'alternative? Et d'ailleurs à l'époque la démocratie, le mot démocratie était une insulte. C'était un mot dégradé. On se traitait de démocrate pour dire du mal de l'autre. C'est progressivement qu'au début du 19e siècle que le gouvernement représentatif est devenu une démocratie quand les candidats à l'élection se sont aperçus qu'il suffisait de dire qu'on était démocrate ou progressiste ou radical pour être élu. Et donc on a eu le mot et pas la chose. D'accord, mais alors quelle est dans l'histoire de l'humanité, quelle est la séquence où il y a eu selon vous une démocratie? Mais il y en a plein. Il y a plein d'exemples sur Terre de démocratie, bien sûr. Mais il y en a plein, mais surtout que par exemple, on prend l'exemple de certains rois en France. Contrairement à ce qu'on pense, alors il y avait aussi donc évidemment la monarchie héréditaire, ce qui pour moi est problématique, mais on avait aussi à un moment certains rois qui étaient élus par applaudissement, par applaudimètre. Voilà, la foule décidait par applaudissement et par cri de qui devait être élu. Ça a vraiment existé, ça. Hein. Quand on a un petit peu de connaissances historiques, ça a vraiment existé. Et d'ailleurs, moi, je trouve que Pascal Praud fait un petit peu le naïf. Moi, ça me dérange un petit peu. Il fait un petit peu son naïf. Tout simplement parce que il lui dit oui, on n'est pas dans le totalitarisme soviétique ou oui, mais quand même, je veux dire, dans un pays dans lequel aujourd'hui on nous brime de plus en plus, où on perd le droit d'expression. Vous savez bien, hein, regardez la plainte que j'ai reçue dans la vidéo d'hier, hein, vous verrez, j'ai reçu une plainte d'un youtubeur pour avoir osé faire de la vidéo réaction. Aujourd'hui c'est moi, demain ce sera vous, hein, je veux dire, ça c'est clair. Hein. Et en plus de ça, par exemple, Hervé Ryssen qui a été mis en prison, je le rappelle, un écrivain qui a écrit des livres sur la communauté juive, il a été mis en prison pour une couverture de livre. Pour une couverture de livre. Aujourd'hui, Alain Soral est lourdement persécuté, interdit de résider en France sous peine d'avoir 6 ans de prison, il a dû fuir en Suisse, il a dû s'exiler en Suisse pour atteinte à la sûreté de l'État. Alors qu'il a simplement dit, il me semble qu'il a simplement dit qu'on n'avait pas les moyens de faire la révolution, un truc comme ça. Et l'État a cru qu'il appelait à faire la révolution. Enfin, rendez-vous compte quand même, rendez-vous compte. Aujourd'hui, Pascal Praud lui-même, il sait très bien qu'il ne peut pas inviter des gens comme Dieudonné ou Alain Soral sur ses plateaux télé. On sait très bien qu'Étienne Chouard lui-même, en termes de démocratie, il le sait.
Il a dû se soumettre sur la question des chambres à gaz. Alors, encore une fois, moi, je ne prends pas parti. Parce que, voilà, vous le savez, en France, c'est interdit de toute façon. Donc, mais vous le savez très bien, c'est pour ça que Étienne Chouard est vu comme un dégonflé pour certains. Pas par moi, hein, pour certains. Parce que, voilà, il s'est un petit peu dégonflé alors qu'il avait commencé à étudier la question et qu'il était proche de certaines personnalités qui, elles, étudiaient la question depuis longtemps. Il s'est complètement dégonflé et c'est ce qui lui a permis aujourd'hui de retrouver l'accès au plateau télé. Parce que si vous êtes comme Dieudonné, Alain Soral, Renoir ou Forisson, c'est mort. C'est mort pour vous. C'est mort pour vous. Et d'ailleurs, ça me fait marrer parce que le sens de démocratie, vous savez, mais pour moi, entre la démocratie et la dictature, je préfère la dictature. Pourquoi ? Parce que la dictature, au moins, c'est plus franc et c'est plus honnête. On vous dit, voilà, vous n'avez pas le droit de dire ça, vous avez le droit de dire ça. Vous n'avez pas le droit de faire ça, vous avez le droit de faire ça. Vous ne pouvez pas critiquer lui, mais vous pouvez critiquer lui. Voilà. Il y a des règles, il y a des interdictions, il y a des obligations. Et le peuple vit de cette manière-là. Très bien. En démocratie, on vous dit, vous avez le droit de tout dire. Et une fois que vous arrivez à franchir la ligne, que vous dites les choses qu'on vous fait croire que vous avez le droit de dire, on vous punit, on vous brime, on vous censure, on vous endette. C'est la mort à crédit, pour reprendre les mots de Céline. Donc, excusez-moi, qu'est-ce que c'est la démocratie finalement ? Si on nous fait croire qu'on a le droit de tout dire et qu'une fois qu'on dit tout, on se fait censurer, emprisonner, endetter, amender, persécuter, bon, bah finalement, c'est de la fausse démocratie. On a le droit de le dire, mais par contre, on subit le coup. On nous tend le bâton, puis après, on se prend un coup de bâton. Je sais pas, c'est un petit peu... Je dirais même, il y a même une tournure un petit peu BDSM là-dedans. C'est qu'on accepte de mettre la boule dans la bouche, le costume en caoutchouc. On accepte de se prendre des coups de fouet. Enfin, c'est bizarre quand même. Bon, c'est une métaphore, attention, parce que tout de suite, on va commencer à me sortir les extraits du contexte. Mais bon, quand même. Oh, mais dans pratiquement toutes les sociétés primitives sont démocratiques. Ah oui. Toutes les... Oui, non, mais dans des... Mais par exemple, les États-Unis, c'est pas une démocratie. Non, pas du tout. L'Italie, alors l'Europe, évidemment. Non, mais pas donc on est nulle part en démocratie. Non, mais Pascal, on ne peut pas penser à l'endroit avec des mots mis à l'envers. Si, entendons-nous sur le sens... Platon disait, il disait que la décadence de la cité commence par la fraude des mots. Et c'est très juste. On nous fait croire aujourd'hui qu'on est en démocratie. Le mot n'est plus le bon. C'est la fraude des mots. Qu'est-ce que veut dire démocratie ? Étymologiquement, c'est le démos, un régime dans lequel le démos a du kratos. Donc, démos c'est le peuple, kratos c'est le pouvoir. Si le régime dans lequel nous sommes est un régime dans lequel... Le pouvoir par le peuple et pour le peuple. Nous n'avons que le droit de désigner des maîtres qui décident tout à notre place. Quand j'élis, c'est-à-dire quand je mets dans l'urne le nom de quelqu'un qui va tout voter à ma place, je consens à ne plus jamais rien décider. Je ne vais plus... 2 ans après, 3 ans après. Attendre un peu. Oui, mais je désigne des maîtres qui vont tout décider à ma place. Mais alors, c'est quoi la Comment vous voulez faire autrement ? De toutes les manières, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui fasse quelque chose. Quelle naïveté. La retraite. 62 ans. Très bon exemple. Très bon Voilà. exemple. Il faudrait, selon vous, que tous ceux qui sont en situation de voter puissent voter sur la retraite. Oui. Alors on fait Absolument. comment ? Mais alors pourquoi pas d'ailleurs ? Et à mon avis, Je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Mais comment on fait ? Mais alors, c'est quoi mais le c'est seuil de l'importance ? Et on vote sur Vous quelle dites qu'il question ? faudrait revoter dès que c'est important. Qui juge de ce qui est important ou Eh bien, pas ? à votre avis, non mais répondez vous-même. Je veux dire, Ah non, je pose la question. Oui, non mais je vais y répondre, mais ce que je... Ah bon, mais cette dame-là, elle va pas bien. Elle va pas bien, cette dame-là. Donc pour elle, en fait, il nous faut donc, les tyrans actuels qui décident de notre vie. Hein. Je vous rappelle comme qu'Elisabeth Borne est ministre de l'Éducation nationale, alors qu'elle-même ne connaît pas le sujet. On a eu un ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, qui a toujours été toute sa vie en école privée. Et on laisse ces gens décider de l'avenir de nos enfants et de l'école. Et donc c'est ça leur démocratie chez CNews, leur belle démocratie ? Ben non. Ah ben non. Dans un monde normal, on met à l'éducation nationale quelqu'un qui connaît le domaine de l'éducation nationale, qui a passé sa vie à l'école publique, qui a passé sa vie, qui va se battre toute sa vie justement pour offrir une école gratuite, populaire et enrichissante et qui enseigne correctement à une future génération d'enfants, qui vont former la génération de demain, qui vont cotiser pour la retraite, qui vont payer les retraites, qui vont devenir des actifs, qui vont travailler, qui vont cotiser, qui vont créer la société de demain. Non, d'après cette dame-là, il faut continuer à mettre nos tyrans à moitié bourgeois, qui n'ont jamais travaillé de leur vie. Hein, vous regardez Elisabeth Borne, vous regardez Emmanuel Macron. Macron, il a travaillé chez Rothschild. On est banquier chez Rothschild, on prend 200 000 par mois et on finit président de la République. On finit à la banque Rothschild 1 an après s'être marié avec Brigitte Macron. Brigitte Macron qui était ex-fiancée de André Ozière, qui lui-même était banquier. C'est qu'une histoire de réseau tout ça, hein, qu'une histoire de réseau. Gabriel Attal, Macron, Juan Branco, tous les gens qui sont proches du gouvernement ou qui sont dans l'élite parisienne sont tous passés par la même école. Tous les mêmes universités, les mêmes écoles. Parlons des journalistes. Les journalistes qui ont tous fait ou Sciences Po ou des écoles de journalistes élitistes. En France, tout est bouclé de A à Z. Tout est bouclé. Tout est bouclé.
tous les milieux dans lesquels tu peux t'élever socialement et dans lesquels tu peux aspirer à avoir un meilleur train de vie, tous sont bouclés de A à Z. Tu es obligé de passer soit par les loges, soit tu es obligé de passer par le piston. Et pour ça, il faut du réseau. C'est tout. Si moi, aujourd'hui, je ne suis pas sur un plateau télé, si même ça, moi, je suis personne, hein, je suis cacaboudin. Hein. Mais si des mecs comme Soral, Dieudo, ou même des penseurs un petit peu à qui on devrait donner la parole en tout cas, ne sont pas invités sur les plateaux télé, c'est aussi pour cette raison-là. C'est parce qu'ils ne se soumettent pas au système, ils n'adhèrent pas à la doctrine du système, ils combattent nos tyrans, mais en plus de ça, ils sont boycottés à cause de leurs idées. Et parce qu'ils ne sont pas dans le réseau. Ni dans les loges, ni dans le réseau du pistonnage. C'est tout. C'est simple. C'est très simple. C'est facile de parler de ça quand on est sur un plateau télé, qu'on est bien habillé, qu'on a un petit pull en cachemire à 5 000 €, qu'on est sur un plateau de télé, qu'on vit dans un bel appartement dans les belles rues parisiennes et qu'on sent effectivement qu'on a le pouvoir. Ben ça, c'est sûr. Mais quand on n'a pas le pouvoir, qu'on n'arrive plus à reprendre notre vie en main, qu'on est complètement bloqué, crédité, endetté, qu'on a un taf qu'on n'aime pas, un patron qui nous gueule dessus, et qu'on nous demande pour reprendre le pouvoir de mettre un petit vote dans une urne, oui, effectivement, il y a un petit peu de colère, il y a un petit peu de ressentiment, il y a un petit peu de frustration. Je suis désolé, chère madame, je ne connais pas votre nom, mais voilà, effectivement, il serait temps peut-être de parcourir un petit peu la France et de rencontrer les vrais gens, pas ceux des plateaux télé. Hein, parce que Pascal Praud, je suis désolé, il ne représente pas la France. Avec tout le respect que j'ai pour Pascal Praud, tu ne représentes pas la France. Voilà. Donc en plus de la masterclass, de la classe de maître que nous donne Etienne Chouard et qu'on va continuer à regarder, moi je vous en offre une deuxième. Voilà, d'une pierre deux coups. Je veux dire, je ne vais pas vous l'imposer. Le référendum d'initiative populaire règle à la fois les deux problèmes. Le peuple lui-même décide des sujets qu'il considère comme importants et il tranche, il décide. Dans le référendum, dans un référendum, on n'élit pas, on vote. Oui, mais et alors, mais c'est subjectif. Et donc, qui décide? Non, mais il y a un truc qui va pas. Non, mais si c'est le peuple lui-même qui décide, c'est subjectif, mais c'est pas mal. C'est pas parce que c'est subjectif que c'est mal. Non, mais il y a un truc, voilà, c'est ça, il y a un truc qui va pas. On peut pas être en campagne électorale permanente. Ils sont tous en plus sur lui, ils sont 5 à lui crier dessus, quoi. Vous voyez? Voilà la démocratie. Là, voilà la démocratie. Hein, ils appellent ça une démocratie, ils sont à 5 à lui gueuler dessus parce que le mec a osé dire il faudra peut-être faire un RIC parce qu'aujourd'hui, mettre un vote pour élire quelqu'un qui va nous représenter, c'est peut-être pas très juste. Alors imaginez s'il commence à divaguer sur des sujets historiques. J'en parle pas. On délègue justement à nos représentants le pouvoir de décider à notre place. Vous avez raison. Oui, mais donc c'est bien une. Et après, si on n'est pas content, on ne vote pas pour eux la fois suivante. Vous êtes bien d'accord avec l'idée que quand j'élis, j'abdique ma souveraineté. Absolument, bien sûr, je la transfère. Non, mais il faut bien. Non, mais il y a un truc que je ne comprends pas dans votre raisonnement, c'est que pour qu'il y ait une loi sur les retraites, il faut bien que quelqu'un travaille pour faire la loi. Donc les gens qui travaillent pour faire la loi, qui c'est? C'est bien des gens pour qui on a voté, on est d'accord? Oui, donc il faut bien qu'il y ait ce que vous appelez des maîtres, qui en fait sont des représentants du peuple. D'accord, mais c'est pareil. Vous parlez de démocratie, vous parlez de gens qui doivent représenter. Ok, c'est très bien. Effectivement, on pourrait pas. Les 70 millions de Français ne pourraient pas voter tous une loi, parce qu'en plus il y a beaucoup de lois à voter, ça prendrait du temps, limite il ne faudrait pas avoir de travail, effectivement. Mais alors pourquoi, chère madame, dites-moi pourquoi à l'Assemblée nationale, il y a moins de 10% d'ouvriers, il me semble, c'est ça, en député? Là, on est même plus... Parce que la démocratie, on est censé donner le pouvoir, au peuple, c'est le peuple qui décide. Hein, mais en plus de ça, on nous parle constamment d'égalité, vous savez. La République, c'est beaucoup dans l'égalité. Très bien, l'égalité. L'égalité démocratique, super. Mais alors pourquoi en député, il y a moins de 10% d'ouvriers? Pourquoi la plupart des classes populaires, elles, ne représentent pas le peuple français? Alors qu'en majorité, les Français font partie de la classe populaire. On n'est pas tous des bourgeois mondains, c'est pas une insulte, hein, bourgeois mondains, quoi que ce soit, ou de la haute classe, non. La plupart des gens font des boulots, ils gagnent le SMIC, voilà, c'est tout. Pourquoi justement la majorité, parce que normalement la démocratie c'est censé représenter la majorité des gens gagnent moins qu'un SMIC ou moins de 2 000 € par mois. Pourquoi les gens qui gagnent moins de 2 000 € par mois ne sont pas à l'Assemblée nationale? Les gens qui sont à l'Assemblée nationale sont tous issus de milieux favorisés ou alors ils sont tous à plus de 15 000 € par mois. Et ces gens-là sont censés nous représenter, nous le peuple. Mais c'est complètement illogique. En plus de ne pas respecter la démocratie qui est de respecter l'avis de la majorité, mais en plus de ça, on nous ment. On nous ment. Il y a une usurpation, une usurpation, je dirais même sociale. Une usurpation sociale dans nos tyrans qui votent des lois. Il y a une usurpation sociale. Pour travailler sur des lois qui vont être proposées derrière, finalement. Si vous voulez. Ça s'appelle un Je crois que programme c'est surtout électoral. utopique. J'ai peur que ce soit. Ça me paraît. Parce que je vous ai posé la question quelle est la société depuis l'humanité, depuis le début de l'humanité, qui a mis en place un système comme celui-là? Dans les villages médias. Excusez-moi, mais moi je reprends le terme de Papacito. Alors je suis pas fan avec tout ce qu'il dit. Hein. Certains me reprochent même de le citer par moment, mais Papacito, il a dit un truc très juste. Il a dit à l'époque du roi, même si le roi il bouffait bien, il bouffait mieux que le peuple, le dimanche il rentrait par la même porte que le peuple, celle de l'église. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Aujourd'hui, on ne peut même pas rentrer à l'Élysée. Hein.
Et Macron, croyez-moi, il va pas dans les lieux, il va pas dans les petits boui-boui où on mange mal, il va pas dans il va pas dans tous les endroits, dans les usines, non, non. Et Macron, il n'est jamais passé par une usine, il n'est jamais passé par un boui-boui. Macron, il mange avec une cuillère en or depuis la naissance. Ça, faut le comprendre. Le dernier mec qui avait un petit peu de coronesse et qui était un petit peu issu du peuple, c'était le général de Gaulle. Voilà, chef d'armée. Bon. Là, c'était cohérent. Tu vois. Pareil avec Napoléon, tu vois. Petit Italien venant de Corse, qui part en France faire ses études et qui devient un génie militaire. Là, il y avait quelque chose, il y avait une dimension. Il y avait une dimension honnête et réaliste. Tu vois. Et pareil avec les rois qui franchissaient la même porte que le peuple. Aujourd'hui, Macron, il fait tout pour esquiver le peuple. Et la dernière fois qu'il a serré la main au peuple, il s'est pris une gifle par Damien Tarel. Ou Damien, je ne sais plus comment il s'appelait. Si, c'est Damien Tarel, je crois. Voilà, il s'est pris une gifle. Et il est entouré de 5 gardes du corps, tu vois. Alors que pendant ce temps, une meuf comme Marine Le Pen, on l'a vu récemment, il y a une vidéo d'elle qui tourne où elle est en train de faire ses courses à Carrefour, toute seule. Alors qu'elle est certainement plus menacée en France qu'Emmanuel Macron, de par ses idées et de par toutes les menaces. Et elle, par contre, elle n'a pas de garde du corps. Elle représente 1000 fois plus le peuple que cette... je ne vais pas dire d'insulte, je ne suis pas dans ce genre d'arme verbale, mais que ce pleutre d'Emmanuel Macron, pour être plus courtois. Et vous, on votait les lois à main levée, on votait nos lois. Oui, oui. Si vous voulez qu'on retrouve à main levée, ça peut pratique. Donc c'est le mot célèbre de Winston Churchill, la démocratie est le pire des régimes, mais à l'exception de tous les autres. Je crois que c'est Churchill qui avait dit ça. Bon, on est tous un peu... Churchill disait pas ça, il disait, on a pu dire que la démocratie était la pire forme de gouvernement, à l'exception de toutes celles qui ont été essayées au fil des temps. On a pu dire que, mais la citation de Churchill est complète, elle dit le contraire de ce qu'on lui fait dire. Mais il existe le sentiment largement partagé dans notre pays que le peuple doit être souverain de façon continue, et que l'opinion publique, exprimée par tous les moyens constitutionnels, devrait façonner, guider et contrôler les actions des ministres qui en sont les serviteurs et non les maîtres. On est tous d'accord, c'est pour ça qu'on est tous d'accord. On est tous d'accord. Moi, c'est la première fois, par exemple, depuis que je suis en âge de penser, que la démocratie représentative est remise en cause. Elle n'a jamais été remise en cause. Je n'ai pas souvenir, je faisais des cours d'histoire, de droit constitutionnel, etc. Jamais tout le monde a trouvé que c'était le système qu'il fallait. Lui, il dit, ce n'est pas la démocratie. Ça s'écoute, pourquoi pas, etc. Même si c'est compliqué à mettre en place. Vive le tirage au sort. Parce que selon vous, les élus ne doivent plus être élus, précisément, et on doit tirer au sort. C'est bien ça. C'est-à-dire qu'il y a deux procédures pour désigner les représentants, l'élection et le tirage au sort. Jusqu'au XVIIIe siècle, tous les penseurs politiques, depuis Aristote, mais jusqu'à Montesquieu, tous les penseurs politiques savaient que la procédure démocratique, celle qui respecte l'égalité entre les citoyens, c'est le tirage au sort. Et tous savaient que l'élection est par construction. C'est pas une interprétation. L'élection est aristocratique. Elle consiste à choisir le meilleur. Elle ne respecte pas l'égalité. Elle met au-dessus de nous des gens qui ne sont plus des pairs, qui ne sont plus des... Et puis il faut comprendre que de toute manière, il faut comprendre que même s'il y a des élections aujourd'hui, il faut comprendre de un que déjà, qui est aux élections? La plupart des gens qui sont aux élections, ils doivent avoir déjà le vote de 500 maires, de 500 mairies. Donc déjà, parce que par exemple, Henri de Lesquen avait essayé de se représenter. Lui qui est quand même assez de la haute, il représente quand même à majorité une certaine partie de la France. En réalité. Et lui, il n'a pas eu les votes, par exemple. Il y en a plein qui essayent de candidater et qui ne peuvent pas à cause des mairies. Qui vous dit que les mairies n'ont pas une pression de la part du gouvernement pour dire « lui, vous ne signez pas parce qu'il serait trop dangereux en cas d'élection ». Donc déjà, il y a ça de 1. De 2, il peut y avoir un trucage pendant les élections. Par du vote, on ne sait jamais. On ne sait jamais, il peut y avoir un mauvais comptage, il peut y avoir pareil. Et puis, 3, il faut comprendre que qui met en place les pions politiques? Les politiques, ils n'y arrivent pas comme ça. Faire une campagne, ça demande de l'argent. Ça demande des obligations. Emmanuel Macron, il vient de qui? Il vient de Rothschild, il ne faut pas l'oublier. Il était sous le gouvernement Hollande, ministre de l'économie, et avant il était chez Rothschild. Et avant Rothschild, il a été entraîné par André Ozière, l'ex-mari de Brigitte Macron, pour après lui voler sa femme. Bon bref, il faut le comprendre. Et depuis De Gaulle, après De Gaulle, on a eu Pompidou. Pompidou, il était quoi? Rothschild, banquier Rothschild. Emmanuel Macron, il est quoi? Banquier Rothschild. Vous comprenez maintenant? Ce sont tous des pions de la banque. Parce qu'aujourd'hui, c'est la banque qui décide. N'oubliez pas la phrase de Napoléon. La main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Aujourd'hui, il y a des obligations financières. On a 3 000 milliards de dettes. Vous comprenez bien aujourd'hui que s'il y a un pays dans la merde, c'est le nôtre. Nos politiciens aujourd'hui ont compris que la France n'est pas sauvable et que le seul moyen de s'en tirer proprement, ça va être justement d'être asservi aux banques. D'asservir le peuple français aux banques. Donc les banquiers mettent des pions politiques qui vont régir une politique qui va dans les intérêts de la banque pour que la banque et les banquiers puissent continuer à s'enrichir et continuer justement à proliférer et perdurer. Et pendant ce temps, le peuple,
On lui dit 3 000 milliards de dettes, on va devoir virer vos épargnes, on va devoir virer vos livrets A, on va devoir faire baisser le prix du SMIC, on va devoir ah il y a de l'inflation, on va devoir augmenter votre paquet de pâtes, on va devoir ceci, on va devoir cela. Et pendant ce temps, le banquier et les pions politiques, ils continuent de manger très bien, croyez-moi. Ils prennent des jets privés. Gabriel Attal qui prend un jet privé pour aller de Rochefort à Royan. Hein. Il y a une demi-heure de route. Voilà, c'est ça aujourd'hui. Gérard Larcher, 6 cuisiniers. Il s'est récemment fait livrer une chaise à plus de 40 000 €. Ça, faut le comprendre. Elisabeth Borne, elle a un chauffeur privé, un appart privé. Tous les députés et ministres ont des retraites à vie. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, on est même plus dans la... En plus de ne plus être dans la démocratie, on est dans l'abus de privilèges. On est dans l'abus de privilèges. Et tout ça, je vous le dis, ça sent la fin de régime. Ça sent la fin de régime. Et c'est pour ça que là, tout est en train de péter, là. Tout est en train de péter. Je vous le dis. Et encore plus avec l'histoire de Candace Owen, j'en ai fait une vidéo. Candace Owen, une journaliste américaine qui a parlé de l'affaire Brigitte Macron et Emmanuel Macron. Le couple présidentiel, des histoires que vous connaissez bien. Et je vous incite à voir cette vidéo-là d'ailleurs. Allez, on termine. Donc l'élection par construction construit et fabrique des maîtres. Et on peut préférer ça. On peut préférer ça. On me présente souvent comme le défenseur de la démocratie directe. Ce n'est pas vrai. Je travaille depuis 15 ans à l'amélioration du gouvernement représentatif. Simplement, ce que je prétends, c'est que c'est pas aux élus d'écrire les règles qui concernent les élus. Mais les médecins, on les tire pas au sort. Donc il faut des professionnels quand même qui savent. Mais ça n'est pas pareil. Mais Pascal, le médecin, il fait des études et il maîtrise ensuite son domaine, ce qui fait qu'il peut devenir médecin. Elisabeth Borne, elle a dit il y a quelques jours qu'elle connaissait rien à l'éducation nationale, mais qu'on n'attendait pas d'un ministre qu'il soit compétent dans le domaine dans lequel il est élu. Mais vous vous rendez compte, elle est littéralement en train de dire « Oui, mais je connais rien à l'école, mais c'est pas grave, je suis ministre. » Et là, Pascal Praud, pareil, hein. Là, tu dis rien. Là, tu dis rien. Nous, on demande simplement des gens qui nous représentent. C'est tout, c'est tout. Mettez des gens du peuple ministres, mettez des gens du peuple députés, et vous verrez que tout va changer. Et c'est pour ça que la gauche, aujourd'hui, elle prend en gamme. Et c'est pour ça que le Rassemblement national prend en gamme. Parce que petit à petit, il y a de plus en plus de gens du peuple dans ces partis-là. C'est vrai, il y a de plus en plus de gens du peuple. Alors bien sûr, il y a aussi énormément de privilégiés, etc., de mecs qui profitent de la situation, mais il y a de plus en plus de gens du peuple. Et de gens qui représentent le peuple. Alors ça va prendre du temps, mais et ça fait peur aux élites. Ça fait peur aux élites. Parce que croyez-moi que toutes ces élites-là, ils vont trembler. Ils vont trembler parce que si le peuple un jour il prend le pouvoir, les premiers qui vont dégager, c'est eux. Les premiers qui vont dégager, c'est eux. Bien sûr. Les bourgeois, ils se mettent au pouvoir pour continuer à perdurer entre castes bourgeoises parasitaires. C'est tout. Ils savent aujourd'hui que le capitalisme est en phase terminale. Donc, comme le capitalisme, enfin comme le grand capital est en phase terminale, aujourd'hui, ils sont obligés justement de mettre en place des stratégies pour ralentir cette phase terminale. Dans le but de prendre. Ça fait comme Zelensky. Zelensky, il sait qu'il a perdu la guerre. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des troupes. Il perd du terrain, il envoie des troupes. Et pendant ce temps-là, il amasse. Il amasse les 2 milliards que lui a donné la France. Il amasse les 3 milliards que lui a donné l'Allemagne. Il amasse les milliards que lui a donné Joe Biden et l'Union européenne. Et une fois que Poutine aura conquis la partie qu'il voulait ukrainienne, il va faire quoi Zelensky? Il va rejoindre ses parents à Tel Aviv. Il va faire, bah c'est bon, moi j'ai fait ce que j'ai pu. Ben oui, mais le mec, il était acteur. Vous avez mis peuple ukrainien au pouvoir, un type qui était acteur. Voilà. Poutine, KGB, agent secret, militaire et fin politicien, il a le plus grand pays du monde. Et en ce moment, il est en train de gagner la guerre en Ukraine. Zelensky, ancien acteur qui fait du piano avec sa bite, c'est vérifiable sur Internet. Il est en train de perdre la guerre en Ukraine. Il a endetté l'Union européenne qui fait qu'il y a une inflation de malade, tu vois. Surtout le prix du blé, parce que le blé vient d'Ukraine, donc laisse tomber. Au niveau du blé, on prend tarif. Il a réduit le peuple ukrainien, il a massacré la plupart du peuple ukrainien. Les derniers Ukrainiens un peu solides, il les a massacrés au champ de bataille, en les envoyant au champ de bataille. Et en plus, il y a maintenant, le peuple ukrainien est en diaspora, parce qu'ils ne peuvent plus vivre en Ukraine, où ils vivent de manière compliquée. Donc tu choisis, soit tu te diriges vers l'Est, Poutine, un spécialiste de la question politicienne qui finit politicien, soit tu mets un acteur qui fait du piano avec sa bite et qui fait de son pays une ruine. Et bien c'est pareil en France. Si tu mets Emmanuel Macron qui sort de la banque et qui sert les intérêts de la banque,
tu vas avoir un pays avec 3000 milliards de dettes. Si tu mets un chef d'armée comme le général de Gaulle, tu vas avoir un pays qui a le plein emploi, tu vas avoir un pays qui se tient, tu vas avoir un pays qui ouvre le plus grand aéroport d'Europe. Voilà, c'est ça, c'est tout, c'est tout. Et Étienne Chouard, franchement, il a bien résumé la situation. Ça donne envie d'acheter son livre. Mais je ne suis pas rémunéré, donc j'en parlerai pas. Mais c'est pas pareil ici. C'est-à-dire que, pardonnez-moi, pour mener les actions de la nation, encore faut-il connaître quelque chose. Nous sommes d'accord, parce que les gens qui sont tirés au sort, ils connaissent rien à rien, et puis ils vont décider. Vous devriez. Moi, ça me fait peur, votre système. C'est exactement notre gouvernement. Le régime qui a fonctionné comme ça. Mais il est pourquoi avez-vous besoin de ça parce que on a bien des exemples. Mais pourquoi avez-vous besoin pour changer que ce vers quoi il faille aller ait déjà été testé? Éviter le chaos, tout simplement. On serait jamais sorti de l'esclavage si on avait attendu que le non-esclavage existait. Enfin, il faut être capable d'imaginer une alternative. Je crains le référendum si on n'a pas éclairé l'opinion, parce que les gens vont opiner sur des sujets dont ils ignorent tout et ils vont prendre de mauvaises décisions. Je suis d'accord avec ça. Mais je pense que si on éclaire l'opinion des gens, ils vont pas décider différemment de vous et moi. C'est ça que montre l'expérience de Tesla. C'est que quand on fait confiance aux gens et quand on les forme, quand on éclaire leur opinion sur un sujet. Donc finalement, ce que vous dites, c'est qu'ils prendront les mêmes décisions que l'élite. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Si c'est une bonne décision, si c'est une bonne décision, oui. Donc ça sert à rien de la démocratie représentative. Mais pas du tout. S'ils sont formés, ils prendront les mêmes décisions que la démocratie. Pas du tout, parce que l'élite ne prend pas du tout les décisions. Non, elles ne prennent pas les décisions dans l'intérêt général. Je précise. Bien sûr, exactement. Les élites ne vont pas dans l'intérêt général. Les élites vont dans les intérêts de l'élite. Vous savez, le capital ne met en avant, le grand capital ne met en avant que ce qu'il met en avant. Ça, il faut le comprendre. Le grand capital, quand il vous met quelque chose en avant, c'est parce que derrière, cette chose-là qu'il met en avant le grand capital. C'est un cercle vertueux pour lui, mais vicieux pour nous. La démocratie représentative n'arrête pas de prendre des décisions au contraire à l'intérêt général. À mon avis, une démocratie représentative, c'est possible si ce sont les représentés qui l'écrivent. Si la démocratie représentative aujourd'hui pose problème, c'est parce que ce sont des représentants qui ont écrit ces règles et qu'ils ont institué leur puissance et notre impuissance. Qui va l'écrire, les représenter? Qui va écrire la Constitution? Eh bien, c'est les représentés, je vous dis, c'est tout le monde. Ok. Donc voilà. Nous ne sommes. Écoutez, moi, Étienne Chouard, j'étais pas très fan, hein, vous savez, parce que, comme vous le savez, voilà, il y avait cette petite histoire. Mais je pense que, vous savez, comme dit Bouddha, il faut... Vous savez, il y a une histoire de Bouddha, j'aime beaucoup, je vous l'ai dit juste avant de finir, mais un jour, il y a un type qui vient le voir et qui demande de l'aide à Bouddha. Et Bouddha, il dit qu'il peut pas l'aider. Donc forcément, ce type-là, il est énervé, parce que tout le monde, vous savez, il passe ses journées à aller voir Bouddha, Bouddha, il donne des conseils, et les gens sont contents. Et ce jour-là, il veut pas. Donc le mec, il crache à la gueule de Bouddha, et il dit, voilà, en fait, t'es un pauvre type, et il se barre. Quelques jours après, il revient, il se sent mal parce qu'il est persécuté, le mec. Les disciples de Bouddha veulent le tuer, veulent le persécuter. Enfin voilà, il est un peu mal. Donc il dit bon, j'ai fait quelque chose de mal, il faut que je m'excuse. Donc il va vers Bouddha et il dit écoute Bouddha, tu me reconnais, voilà, je m'excuse. Est-ce que tu veux bien accepter mon pardon? Et là, Bouddha il dit non. Les disciples ils sont complètement héros. Ils sont quoi? Bouddha il accepte pas de pardonner le type qui lui a craché à la gueule, alors que c'est ce qu'il nous enseigne et tout. Et l'autre il dit mais pourquoi? Et Bouddha il dit je vois pas pourquoi je devrais vous pardonner. L'autre il dit mais comment ça? Il dit bah aujourd'hui j'ai en face de moi un homme sympathique. Et l'autre il dit oui mais l'autre fois je vous ai craché dessus. Il dit oui mais cette personne là elle n'est plus là. Et ben ça fait pareil avec Étienne Chouard. Étienne Chouard on peut lui reprocher des choses et c'est pareil dans la vie. Hein. Même si vous avez de la rancœur envers certaines personnes, eh bien le jour où elle se présente devant vous, dites-vous est-ce qu'aujourd'hui cette personne là elle est porteuse des choses contre lesquelles j'avais de la rancœur. Est-ce qu'aujourd'hui, elle porte ces choses-là en elle? Si elle ne les porte pas, eh ben, écoutez, pardonnez-lui, ouvrez votre cœur, soyez tout oui. Et aujourd'hui, je suis content d'avoir été tout oui d'Étienne Chouard parce que ça m'a réconcilié avec lui. Donc voilà, je vous incite à vous renseigner sur ce type-là. Pourquoi pas, si vous voulez prendre son bouquin. Après, je vais pas lui faire de la pub gratuitement. Donc attention Étienne, je vais passer sur la chaîne, il n'y a pas de souci par contre. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi, mettez un pouce bleu. Rendez-vous dans quelques heures à demain pour une prochaine vidéo. PM sur mes amis et mes ennemis, et surtout sur mes ennemis.